Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur les legs et donations. Bonjour à tous, merci de votre participation aussi nombreux. Je vais donc partager la présentation que nous avons préparée pour aujourd'hui. Voilà, donc ici vous avez donc les 3 intervenants, donc Nathalie Bousseau, directrice de la Fondation Centrale Supélec. Nous avons également le plaisir d'accueillir Maître Antoine Billycock, qui est donc notaire associé en l'étude Morel d'Arleux, et Max Blanchet, qui est donc un ancien de l'école et qui va nous faire la gentillesse de témoigner de sa volonté de faire un don en action et donc nous partager les informations qu'il a pu glaner à ce sujet. Voilà, écoutez, je passe la parole à Nathalie. Je suis Nathalie Bousseau, la directrice de la Fondation Centrale Supélec. Cette fondation a été créée en mars 2018 à la suite de la fusion des deux écoles. Les fondations ont fusionné dans la foulée. Aujourd'hui, en 2025, la Fondation Centrale Supélec dispose de 25 millions de fonds propres, de 20 millions de fonds dédiés sur ses diverses missions sociales et d'un patrimoine immobilier de 140 millions d'euros. Son objectif principal, c'est d'être un outil de développement au service de l'école, de ses projets et bien sûr, avant tout, des étudiants de l'école. Elle a également lancé, vous en avez peut-être entendu parler, une campagne de mécénat de 100 millions d'euros pour contribuer au doublement des ressources propres de l'école dans le cadre de son nouveau plan stratégique. Vous avez peut-être assisté à une des présentations de Romain Soubeyran, mais l'école est engagée dans un grand plan de développement à travers des nouveaux cursus, un développement continu de son centre de recherche, qui nécessite, voilà, des moyens assez importants. Donc on est à ses côtés. On a déjà aujourd'hui réuni 55 millions d'euros, pour cet objectif-là. Une des nouveautés, assez récentes de la fondation, c'est qu'on a créé un fonds capitalisé qu'en anglais on appelle, endowment, qui vise à soutenir l'école sur le long terme, à l'image de ce que font les universités, anglo-saxonnes. Donc c'est un capital de 7 millions d'euros aujourd'hui, mais qui a vocation à grandir. Et puis on utilisera les intérêts pour soutenir les programmes de l'école. Et vous pouvez d'ores et déjà affecter votre don, votre donation à ce sujet. La fondation, elle a la chance d'être reconnue d'utilité publique, ce qui lui permet notamment de ne pas payer de droits de mutation lorsqu'elle reçoit un legs ou une donation. C'est un statut qui est défini et validé par le Conseil d'État et qui engage aussi un suivi assez fort du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie et des Finances, qui passe notamment par la présence d'un commissaire du gouvernement aux réunions du conseil d'administration de cette fondation. Le conseil, il comporte 15 personnes qui sont tous des anciens élèves, hommes et femmes, centraliens Supélec, avec un bureau de 3 personnes. Le président est Bernard Got, Jérôme Moitry est le trésorier et Sébastien Henry qui est vice-président de RTE et aussi vice-président de la fondation. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même 4 membres communs au CA de l'école et de la fondation, ce qui permet un alignement stratégique important. Et puis le président de l'association, qui est aujourd'hui Jean-Louis Gall, est également membre du CA de la fondation. Nous avons la chance d'être une équipe de 8 personnes. On est 5 à travailler principalement pour le mécénat, 1 personne au suivi des aides aux étudiants et 2 personnes pour la partie juridique, financière et comptable. Les missions de la fondation, sans doute les connaissez-vous déjà un petit peu. C'est d'abord, historiquement, le suivi des étudiants qui a pris un nouvel essor depuis le don de Stéphane Bancel. On aide aujourd'hui 1 étudiant sur 10 dans le cursus ingénieur en première année et 200 étudiants au total par an pour un montant de bourse de 800 000 € annuels. On aide aussi le centre de recherche à travers des chaires de recherche auprès de grandes entreprises et ces nouveaux d'entreprises de taille intermédiaire. On finance également des bourses pour de jeunes chercheurs, des bourses pour les étudiants pour les inciter à faire des PhD et des doctorats. C'est important pour nous de garder les bons chercheurs en Europe. Donc les fonds en mécénat servent aussi à ça. On soutient la création de nouvelles formations qui est une des parties importantes du plan stratégique de l'école et on soutient aussi l'innovation pédagogique du cursus ingénieur, l'entrepreneuriat et l'innovation à travers le financement de bourses,
un contrat avec une banque pour des prêts d'honneur aux entrepreneurs, le financement de l'équipe, et tout ça permet à l'école d'être très bien positionnée dans les classements sur cette thématique. Et puis, les 2 derniers points concernent surtout les infrastructures. Donc, on a financé 2 résidences étudiantes et une partie, des nouveaux bâtiments, enfin des bâtiments qui ont été construits en 2017 et de la rénovation du bâtiment Breguet. Donc sur la partie financière, ce qu'on peut dire, c'est que la fondation, elle collecte en moyenne 8 millions d'euros par an, 60% auprès des entreprises et 40% auprès des alumni. Et à cela, on ajoute 1,7 million, 1,8 million de revenus qui viennent des revenus financiers et des revenus immobiliers. Donc ça fait en gros un chiffre d'affaires entre guillemets de 10 millions par an, et les frais de fonctionnement s'élèvent à 1 million d'euros annuellement, ce qui comprend la masse salariale, les coûts de collecte et de fonctionnement. L'argent pour les missions sociales, en gros, c'est un tiers pour la formation, qui est vraiment le poste le plus important. Un presque équivalent, mais un tout petit peu moins les chaires et activités de recherche. Et puis, j'en parlais, voilà, l'infrastructure, 18%, c'est parce qu'on a pas mal financé le désamiantage du bâtiment Breguet en 2023, d'où ces chiffres. Le soutien aux étudiants, 11%, l'entrepreneuriat 7%, et le reste, ce sont des projets divers de l'école. Voilà, rapidement, une photo d'une des résidences étudiantes qui a été financée par la fondation. Il y en a 2 sur le campus de GIF, et je finirai par une vue du futur campus parisien de l'école qui est complètement financé par la fondation, que vous avez peut-être vu sur le périphérique sud de Paris. Voilà, c'est porte de Gentilly, et ce sera ouvert, ce sera livré dans 1 an, et ce sera effectif en fonctionnement à partir de la rentrée 2026. Voilà. Je vais laisser la parole à Caroline et Maître Bikoff. Oui. Voilà, donc comme l'indiquait Nathalie, donc une présentation assez générale de la fondation. On va passer la parole donc à Maître Bicoq et Max Blanchet pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, qui donc porte sur la transmission de patrimoine et les outils qui sont à la disposition des mécènes. Maître Bicoq, je vous laisse. Vous avez ici un sommaire, je ne vais pas le détailler, on va rentrer dans les détails. Je prends la suite avec plaisir. Merci beaucoup pour l'organisation de ce. Alors, vous pouvez revenir un peu en avant, pardon. Merci beaucoup pour l'organisation de ce petit webinaire. L'idée, donc moi je suis très heureux, bien sûr, d'intervenir devant vous tous. J'ai eu la chance de rencontrer donc la Fondation Centrale Supélec, comme Nathalie l'a dit, et d'accompagner certains des bienfaiteurs de cette fondation dans des projets de mécénat. L'objectif de cette petite intervention, c'est de vous présenter un petit peu tous les outils qui existent dans l'environnement juridique et fiscal, sachant que la loi encourage quand même beaucoup le mécénat et la philanthropie. Ce sont des outils que je vais vous détailler à chaque fois avec le grand principe, parfois avec des exemples, et qui permettent en fait, ce panel de solutions permet de définir après avec chacun d'entre vous, le cas échéant, bien sûr la solution la plus adaptée à votre propre situation familiale, patrimoniale, pour trouver le meilleur vecteur pour donner du sens bien sûr à votre patrimoine, orienter votre générosité. Vous verrez qu'il y a des solutions qui concernent de la pleine propriété, parfois de l'usufruit, de la nue-propriété, des plus-values latentes. Enfin, il y a beaucoup encore une fois, beaucoup d'outils en matière de transmission entre vifs, par succession. Voilà, c'est un petit catalogue que je vous propose. Ce qui sera intéressant, bien sûr, tout à l'heure, c'est de recueillir vos questions et d'écouter, bien sûr, Max Blanchet sur la partie transmission d'actions. Le cadre fiscal que, globalement, j'imagine tout le monde connaît, le cadre fiscal général du don est présenté dans cette petite slide. Donc, le don des particuliers et le don des entreprises. Pour le don des particuliers, vous savez qu'il y a une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant du don que vous pouvez faire à la Fondation Centrale Supélec. Alors, dans la limite, bien sûr, de 20% du revenu imposable, mais si jamais ça dépassait, pour une raison, enfin, si ça dépasse une année, le crédit d'impôt est reportable sur l'excédent est reportable sur 5 ans. C'est une réduction donc, pour l'impôt sur le revenu. Il existe aussi, depuis la loi TEPA 2007, la possibilité d'avoir une réduction d'IFI, avant d'ISF, maintenant d'IFI, impôt sur la fortune immobilière.
qui est égal à 75% du don, mais qui est plafonné à 50 000 euros. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous pouvez, c'est à vous de choisir, hein, si vous préférez une déduction impôt sur le revenu, une déduction IFI en fonction de votre patrimoine, mais si vous utilisez par exemple la réduction IFI, le solde est disponible pour une réduction d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises, il y a également une réduction d'impôt sur les sociétés qui est prévue, hein, qui est de 60% du montant du don, 40% au-delà de 2 millions. Alors, il y a une limite aussi fixée par la loi à 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. Et puis, les entreprises peuvent faire ce qu'on appelle des opérations de parrainage, financer, je ne sais pas moi, mettre à disposition un local, financer un programme, et ces dépenses peuvent être, mettre à disposition des compétences, et ces dépenses peuvent être incluses dans les frais généraux de l'entreprise, bien entendu. Ça, c'est le cadre général, tout le monde, a priori, le connaît. Ce qu'on déroule après, c'est d'autres techniques qui, pour certaines, s'appuient sur ce cadre fiscal favorable, pour certaines, répondent à un autre cadre fiscal. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la slide d'après. C'est que à partir du moment où le don de somme d'argent, ce qu'on appelle le don manuel, peut être fait dans ce cadre fiscal favorable, il faut savoir qu'une donation qui porterait, par exemple, sur la pleine propriété d'un bien, bénéficie aussi de ce cadre favorable, donc de cette réduction d'impôt sur le revenu ou d'IFI. Ça peut passer par une donation, par exemple, typiquement d'un bien immobilier ou d'un portefeuille d'actions en pleine propriété. Ça passe par la rédaction d'un acte notarié, hein, mais ça peut concerner aussi, bien sûr, des œuvres d'art, des objets mobiliers, etc. Je pense que la Fondation, en accord avec elle, est capable d'accepter des donations, bien sûr, en pleine propriété de biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous donnez un appartement qui vaut 100 000 euros, vous bénéficiez de cette réduction de 66% pour l'impôt sur le revenu ou de 75% pour l'impôt sur la fortune immobilière, au même titre que si c'était une somme d'argent. Ça se fait en accord avec la Fondation, puisqu'il faut qu'elle soit en capacité de gérer ou qu'il y ait une vision sur ce bien. Et ça n'exclut pas, et dans l'acte notarié, on peut le prévoir, par exemple, de dire je viens donner cet appartement, mais j'y loge une tante, un enfant, etc. J'aurais par exemple constitué au profit de cette personne un droit d'usage et d'habitation. Enfin, on peut assortir le don, la donation de charges. On peut très bien dire, voilà, moi je veux bien donner une œuvre d'art, mais je voudrais que pendant 5 ans, elle ne soit pas vendue, qu'elle vienne, je ne sais pas moi, décorer les locaux de la Fondation, enfin mettre des conditions, des charges et conditions, en accord bien sûr toujours avec la Fondation et dans le cadre fiscal favorable, donc avec la réduction d'impôt sur le revenu ou la réduction d'impôt sur la fortune immobilière. Cette donation, elle peut porter aussi du coup, Max Blanchet va bientôt intervenir sur la slide d'après, une donation de titres de société, de titres cotés, mais de type de société, de parts ou actions, et potentiellement de le faire avant de les céder. Peut-être qu'à ce stade, Max, vous souhaitez intervenir pour prendre le relais? S'il est avec nous. Micro, oui. Bonjour à tous. Voilà, donc Max Blanchet, donc moi je ne suis pas du tout fiscaliste, hein, je suis ingénieur, je découvre plutôt ces mécanismes-là de donation. Donc j'ai rejoint en fait le comité de parrainage de l'association et dans ce cadre-là, donc je l'ai déjà fait aussi par le passé pour soutenir l'école. J'ai aussi souhaité faire une donation. Et puis j'ai découvert qu'il était possible effectivement de faire, comme l'a expliqué Maître Bicoq, une donation en action. Voilà. Et donc j'ai fait un petit calcul ingénieur pour se dire qu'est-ce que ça veut dire de donner une action plutôt que de donner du cash. Et je me proposais de vous partager effectivement ce petit calcul donc pour comparer effectivement qu'est-ce que ça veut dire entre les différentes formules de donation. Alors,
Je rentre dans le détail, Maître Bilcock, Allez-y, ou... oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Alors, très bien. Alors, c'est un petit tableau très simple, hein, mais l'idée, c'est de comparer les deux voies. Alors, tout en bas, vous avez, quand vous donnez en cash, et ça a été très bien expliqué donc en introduction, on donne 10 000 euros en cash. Et là, effectivement, on fait une réduction d'impôt de 7 500 euros via l'IFI ou de 6 600 euros quand on l'impute à l'impôt sur le revenu. Ce qui fait un pourcentage, en fait, de 25% de dons nets, hein, c'est-à-dire qu'on donne finalement la différence entre 10 000 et 7 500, donc 25% des 10 000. C'est vraiment c'est le out of pocket, si je peux me permettre l'expression, du don à titre personnel quand on donne 10 000 euros d'argent en cash. D'accord? Donc 25% et 34%. Je prends ces deux chiffres, 25 et 34, parce qu'après, on va faire la même chose pour le type de don en stock option ou en action. Alors maintenant, imaginons que on a des actions, vous avez des actions en pleine propriété, des actions de titres cotés, je crois. C'est plus facile que des titres non cotés dans un premier temps. Donc là, je prendrai l'exemple de titres cotés. Et sur ces actions, j'ai fait deux petits scénarios. Le premier, c'est que je ne fais pas de don, je vends l'action et puis je récupère les sous pour moi et j'en fais ce que je veux. Par exemple, je paye mes impôts en vendant mes actions parce qu'il y a un lien pour comparer avec le. Le deuxième scénario, c'est finalement, je fais ce don d'action. Voilà. Alors, on y va. Donc, le premier, je vends l'action à 10 000 euros. Et en fait, cette action, on va imaginer que je l'ai achetée il y a un certain temps. Donc, je l'ai acheté à un prix d'achat de 3 500 euros. D'accord? Donc, quand je vends l'action, eh bien, je suis imposé avec la flat tax sur la plus-value lors de la vente de cette action. Donc, 10 000 euros moins 3 500. J'ai donc fait 6 500 euros de plus-value pour lequel on paye à peu près 34% d'impôt, donc 2 210 euros. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec 7 790 euros d'argent suite à la vente de cette action. Et c'est un point important. Donc, ce 7 790 euros, c'est de l'argent qui nous revient suite à la vente de cette action. Et après, je peux effectivement le comparer à une réduction d'impôt que va me donner le don en action. Quand on passe maintenant à la place de vendre cette action, je la donne à l'association Centrale Supélec, avec plaisir. Ce 10 000 euros, eh bien, il y a d'action, je l'ai acheté à 3 500 euros. Il y a un petit élément qui est particulièrement attractif quand on donne une action, c'est que la plus-value, l'impôt sur la plus-value est gommé. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, ça change un peu la donne par rapport au cash. Donc, si je donne cette action à 10 000 euros, je n'ai plus d'impôt sur la plus-value, les 2 210 euros que j'avais lors de la vente de l'action, je n'ai plus à les régler. Ce qui fait que, au total, sur ces 10 000 euros, eh bien, je fais une économie de 7 500 euros, une réduction d'impôt de 7 500 euros et de 6 600 euros sur l'IR. Donc, en comparant les deux scénarios, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas précis, et ça peut varier, hein, eh bien, quand on donne une action, finalement, eh bien, on donne, comparé à la vente de l'action, en réel, 290 euros, c'est-à-dire 3% des 10 000 euros. Voilà. Donc, quelque part, vous voyez ici que l'idée n'est pas de donner le moins possible, mais l'idée est plutôt d'avoir un effet de levier et que dans ce cas précis, avec une plus-value importante, hein, vous voyez, parce que pour avoir une taxe sur la plus-value importante qui est gommée par ce système, quand j'attaque l'IFI avec ce principe-là, eh bien, je fais un don de 10 000 euros et ça me coûte à moi en cash out, quelque part, finalement, 290 euros. Voilà, 3%. Donc, c'est extrêmement efficace par rapport au don en cash où je donnais 25 à 34% selon les cas. Et sur le cas de l'impôt sur le revenu, si on impute sur l'impôt sur le revenu cette vente d'action, eh bien, ça fait comme si je donnais en fait 12% des 10 000 euros. Voilà. Alors, bien évidemment, ça peut varier, vous l'avez vu, il faut pouvoir les paramètres, le prix d'achat et la plus-value jouent. S'il n'y a aucune plus-value sur l'action, on doit revenir à peu près au même que du cash. Voilà, bon. Donc ça, c'est le premier élément. Donc l'élément particulier en résumé de la vente d'actions, c'est que quand on vend une action qui a une plus-value, ça gomme l'impôt sur la plus-value, ce qui est quand même relativement attractif comme régime fiscal. Le deuxième cas de figure, c'est dans le cas des stock options. Alors les stock options, la fiscalité des stock options est un peu différente de celle des actions. Alors je reprends toujours mon cas où je vends une stock option, cette fois-ci de 10 000 euros. Et cette stock option, on me l'a donnée à une valeur de 7 000 euros. C'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle je travaille, qui distribue des stock options, m'a donné, à un moment donné, une stock option à 7 000 euros. Ça s'appelle, on dit vested en anglais. Et quand cette action est donnée à 7 000 euros, ça crée ce qu'on appelle la valeur d'acquisition de l'action. C'est ce que j'ai reçu. Et ce 7 000 euros-là, selon la fiscalité française, par exemple des Macron 3 ou des Macron 2 qui sont liés au stock option,
le 7 000 euros est imposé sur l'impôt sur le revenu parce que c'est une somme que l'entreprise finalement nous donne en action. Et de 7 000 euros jusqu'à 10 000 euros, c'est de la plus-value, donc c'est imposé avec la flat tax sur la plus-value, comme si on vendait une action. D'accord? Donc il y a deux éléments dans les stock options. Je pense que ceux qui les ont connaissent bien ce système-là. Sur la première base de 7 000 euros, je fais l'hypothèse qu'on va avoir une flat tax d'environ 35%, même si c'est l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a un abattement, je ne vais pas entrer dans le détail, quand on fait quand le 7 000 euros vaut moins que 300 000 euros, qui est un seuil fiscal, alors on peut avoir un abattement de 50%, ce qui fait que si on est imposé à 66%, eh bien, on est ramené finalement à 35% d'imposition avec l'abattement de 50%, si vous me suivez, ce qui fait qu'au total, dans le calcul, l'impôt sur cette stock option serait de 3 500, c'est à peu près 35% de la valeur des 10 000. Voilà, en résumé. Donc, quelque part, sur cette vente de la stock option, eh bien, on paye 3 500 euros d'impôt dans le cadre donc, d'être dans l'enveloppe du seuil dont j'ai indiqué tout à l'heure sur le Macron 3. Et ça fait donc un gain lié à cette vente de cette action de 6 500 euros. Voilà. Ensuite, quand je donne cette stock option, j'ai cru comprendre que le 10 000 euros, on payait quand même l'impôt sur la valeur d'acquisition. C'est-à-dire sur la valeur qui a été donnée, on paye quand même un impôt dessus, qui est l'impôt sur la valeur d'acquisition, qui est comme l'impôt sur le revenu. On paye cet impôt-là avec l'abattement, dont j'ai parlé de 50% tout à l'heure, ce qui ferait donc plus que 2 450 euros, car la plus-value de 7 000 à 10 000, elle, est effacée par le don. Voilà, donc ça nous ramène après, on gagne les 7 500 euros de réduction sur l'IFI, 6 600 euros de réduction sur l'impôt sur le revenu, ce qui fait que l'écart entre le scénario 1, où je vends la stock pour moi, versus 2, je la donne, est une efficacité de 15%, voire de 24%, ce qui est encore en deçà du 25 à 35 de le don en cash. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'espère avoir été assez clair. Évidemment, les cas de figure peuvent varier suivant la valeur d'acquisition, suivant le prix d'achat et le niveau de plus-value. Visiblement, dans mes petits calculs, j'encourage à vendre des actions qu'on détient depuis longtemps et qui vont être taxées avec une grosse plus-value parce qu'on les aurait détenues depuis 5 ans, 7 ans, etc. Ou des stock options aussi, pareil, où il y a un gros impôt sur la plus-value cette fois-ci, plutôt que sur la valeur d'acquisition, pour avoir le maximum. Voilà. Donc, en résumé, la philosophie sur ces 10 000 euros n'est pas de donner moins, mais de se dire, bah, tiens, si j'avais donné 10 000 euros en cash, j'aurais donné en fait 2 500 euros. Donc, si je veux donner 2 500 euros en actions, c'est fait que je vais donner beaucoup plus à l'école, et c'est un petit peu l'objectif, parce que l'idée, c'est de faire preuve de charité, donc d'avoir un montant net que l'on donne, et après de calculer qu'est-ce que ça veut dire en don. Donc, ça fait un puissant effet de levier en termes de dons pour l'école. Voilà. Excellent. Et ce mécanisme permet, bien sûr, donc vous l'avez très bien expliqué, de bénéficier de la purge de la plus-value latente sur les actions. La fondation aura son droit aux dividendes, hein, et si ce sont des parts, enfin, ça fonctionne sur des actions cotées ou des stocks, comme vous l'avez bien expliqué, mais ça fonctionne aussi sur des parts de sociétés non cotées, avec la possibilité potentielle, enfin, de le faire d'ailleurs aussi avant la cession, hein, dans le même mécanisme, et de faire rentrer la fondation actionnaire pour une période donnée. Voilà, avec tous les droits attachés donc aux actions. Je vous interromps 2 secondes. Il y a une question dans le chat. Est-ce que ce sont des stock options ou des restricted stock units? RSU. Okay. Restricted Stock Unit. Oui, là j'ai fait le calcul sur des RSU. D'accord. Des RSU, loi Macron 3 par exemple. Macron 3 qui sont sujettes à ce fameux abattement sur la valeur sur l'impôt sur le revenu sur la valeur d'acquisition. Il y a d'autres questions sur la problématique de la limite de 20% du revenu imposable. Oui. C'est évident que si vous êtes le montant du don est inférieur, il faudra décaler sur plusieurs exercices la réduction fiscale. Ouais. Voilà, on peut passer, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent tout de suite, mais du coup, c'est un exemple de don en pleine propriété, donc c'est une petite sous-section de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, spécifiquement appliqué donc aux actions ou aux parts de société. Si vous voulez descendre après,
Merci. Cette donation, elle peut aussi se faire, on change un peu de registre, mais elle peut aussi se faire en nue propriété au profit de la Fondation Centrale Supélec. C'est une autre modalité. L'idée, c'est que comme la Fondation Centrale Supélec est fondation reconnue d'utilité publique, quand vous donnez un bien en nue propriété à la Fondation, il va sortir de votre, alors c'est le petit slide du bas là, il va sortir de votre base imposable à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais de la même manière, c'est un don. Donc pour le donateur, l'idée c'est de pouvoir tout de suite, puisqu'il a l'intention à terme de laisser la pleine propriété, mais qu'il a besoin de conserver la jouissance, soit pour lui, soit ça peut être aussi pour un tiers, un conjoint, etc., à qui on consentirait un usufruit successif. Le don va pouvoir se faire, il est exonéré bien sûr de droits de mutation à titre gratuit, il purge la plus-value latente sur le bien immobilier, il permet bien sûr de bénéficier des réductions d'impôt sur le revenu, et en plus de ça, une fois que le don est fait, seule la valeur de l'usufruit que vous avez conservé sera imposée à l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui n'est pas le cas quand vous donnez à vos enfants, quand vous donnez à un tiers la nue propriété d'un bien. Aujourd'hui, le texte fiscal prévoit que le donateur continue à déclarer la valeur en pleine propriété des biens, puisque c'est l'usufruitier qui déclare l'IFI, sauf quelques cas particuliers, dont celui-ci qui est spécifique donc aux fondations reconnues d'utilité publique. Voilà, si on peut dérouler. Donc ça, c'est encore dans le petit panel, encore une modalité. Il y a un petit exemple qui est juste après. Voilà, un couple sans enfant qui est institué par testament la Fondation légataire universelle. Ils ont 75 ans, ils possèdent un bien immobilier de rapport de 800 000 €. Ils sont redevables de l'IFI à une tranche marginale de 1%. En concrétisant de leur vivant leur volonté de transmission, ils font la donation de la nue propriété de ce bien. La donation est assortie d'une réserve, bien sûr, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier des revenus, et le conjoint aussi, conserver le revenu toute leur vie, mais anticiper le règlement de leur succession. Alors, ça a une incidence forte, c'est que, par définition, c'est une vraie donation d'un point de vue civil, puisque le bien ne peut plus être vendu, ou alors s'il laisse, il faut l'accord de la fondation qui est vraiment propriétaire, titré. Au titre de la réduction d'impôt sur le revenu, la valeur fiscale de la nue propriété donnée est de 70% de la valeur en pleine propriété compte tenu de leur âge, donc 560 000 €. Bon, ils bénéficient de la réduction d'hier qui est forte, qui va sans doute dépasser 20% de leur revenu imposable, mais qui est utilisable l'année N plus les 5 années qui suivent. Et au titre de la réduction d'assiette de l'IFI, seule la valeur de l'IFI sera déclarée. La nue propriété quitte leur patrimoine taxable et ils réalisent du coup, avec leur tranche marginale d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière, une économie de 5 600 € par an. Voilà, c'était un petit exemple qui me semblait pertinent. On peut donc donner la pleine propriété, on l'a vu, notamment des actions avec Max. On peut donner uniquement la nue propriété, mais on peut aussi uniquement donner l'usufruit. Alors ça, c'est un mécanisme qui est fortement encadré, puisque ça résulte d'une instruction qui avait voulu éviter un peu les montages un peu abusifs. Donc, il faut obligatoirement, dans ce cadre-là, quand on donne un usufruit temporaire, que ce soit un acte notarié, pas possible de le faire sous la forme d'un don manuel enregistré aux impôts. Il faut le faire au profit d'un organisme reconnu d'utilité publique, ça tombe bien, la Fondation l'est. Et il faut s'engager à laisser l'usufruit sur une période minimale de 3 ans. Ça peut être plus, bien sûr. Et quand on la consent uniquement sur 3 ans, elle est ensuite prorogeable sans limite. Le bien on doit nécessairement donner un bien qui dégage un revenu, soit des dividendes, soit des loyers, ou alors pour laquelle il y a une véritable contribution matérielle pour soutenir les activités de la Fondation. On ne pourrait pas le faire, si vous voulez, pour échec, parce que l'incidence de ça, c'est que quand c'est un bien immobilier, sous les conditions expliquées juste avant, le bien quitte votre patrimoine taxable à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais si vous le faites sur une résidence secondaire, c'est un montage abusif par définition, puisque la fondation n'y retire aucun intérêt, et l'intérêt est uniquement pour celui qui donne. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Et bien sûr que l'acte doit prévoir que l'usufruitier, en l'occurrence la Fondation Centrale Supélec,
a une marge de manœuvre pour la gestion de ce bien qu'on transmet en usufruit, mais aussi les attributs de l'usufruit, c'est-à-dire de la gestion, de l'administration et des revenus. Voilà, on peut dérouler. La slide, si ça ne vous ennuie pas. Voilà. Et je ferai un petit exemple. Vous avez un actif qui vaut 500 000 euros, qui génère 5%. Alors, ça c'est beau si ça génère 5%, mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Mais 5% de revenus annuels bruts. Les revenus fonciers sont taxés, j'ai pris un exemple, en tranche marginale d'imposition avec des prélèvements sociaux, j'ai arrondi à 60%. Quand vous faites votre net disponible annuel, finalement, c'est 10 000 euros avant paiement de l'IFI, puisque par définition, vous êtes soumis à l'IFI, j'ai pris 1%. Donc, en fait, le revenu net, on passe de 25 000 euros de revenus bruts à 5 000 euros de revenus net après impôt. Et puis, par ailleurs, vous avez l'intention de donner 10 000 euros à la fondation. Mais si vous donnez 10 000 euros à la fondation, vous obtiendrez une réduction d'IFI, une réduction d'IR pour le surplus. Ça vous coûtera plus que 2 800 euros, mais ça ne rapporte entre guillemets que 10 000 euros à la fondation. Si vous faites sur ce même bien une donation d'usufruit temporaire, le don annuel fait à la fondation passe de 10 000 euros à 25 000 euros, puisque la fondation va toucher le revenu brut annuel. Et sous réserve de respecter toutes les conditions exposées dans la slide précédente, l'actif immobilier sort de l'imposition de votre impôt sur la fortune immobilière. Donc, vous faites en plus une économie d'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, donc c'est un mécanisme extrêmement pertinent qu'on a déjà pratiqué avec Nathalie et Caroline pour des bienfaiteurs de la fondation. Voilà, finalement, au lieu de faire son chèque annuellement au profit de la fondation, on détermine un bien producteur de revenus, on en transmet la jouissance, on en transmet aussi la gestion, mais souvent ces biens-là font l'objet déjà d'un mandat de gestion auprès d'un administrateur de biens, etc. Donc la fondation continue le mandat, il n'est pas question qu'elle gère en direct, on nous dira si ce n'est pas le cœur de leur métier, mais voilà, ça permet, si vous voulez, d'augmenter substantiellement, et le mot est faible, le montant du don reçu par la fondation, et dans un cadre fiscal extrêmement favorable. Voilà. Ça, c'est tout. Alors, on était dans les stratégies d'anticipation, donation en pleine propriété, nue propriété, usufruit. Il y a un mécanisme qui est peu connu, mais qui permet aussi, quand vous êtes bénéficiaire d'une succession, et souvent bénéficiaire d'une succession, non pas en ligne directe, mais soit en ligne collatérale, donc entre frères et sœurs, ou bénéficiaire d'une succession avec un non-parent qui vous a légué toute ou partie de son patrimoine. Dans l'année qui suit l'ouverture de la succession, l'ouverture de la succession, malheureusement, la date du décès, dans l'année qui suit, vous pouvez décider. Alors, par exemple, si vous êtes non-parent, vous savez que le taux d'imposition, si vous recevez 1 million d'euros d'un ami, il va vous rester 400 000 euros, puisque l'État prend 60% de fiscalité dans ce cadre-là. Eh bien, vous pouvez, ce qui fait que si ensuite vous dites, moi, ce patrimoine, finalement, je veux lui donner du sens, je l'ai reçu d'un ami et sa destination finale, en tout cas en partie, c'est la fondation, vous n'avez plus, entre guillemets, que 400 000 euros dans mon exemple, dans les poches pour faire un don. Vous pouvez très bien décider de donner sur les actifs de la succession une partie de ce que vous recevez, et ça viendra se défalquer de l'actif imposable. Voilà, ça peut porter sur tout type de bien. Il faut que ça soit un don fait en pleine propriété. Là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il soit définitif. C'est le Code général des impôts qui prévoit cette réduction à l'article 794. On peut passer sur le petit exemple. Le don sur succession va être soustrait de l'assiette taxable et réduire les droits de succession à payer. Donc, M. Dupont hérite de son oncle d'un patrimoine de 1 million d'euros. La succession est taxée à 55% entre oncle et neveu. Après paiement des droits, le net sera de 450 000 euros. Il avait prévu de donner 100 000 euros à la fondation. Il lui restera plus que 350 avec un crédit d'impôt de 66 000. Il ne pourra l'utiliser. Et dans mon exemple, on considère qu'il ne pourra pas l'utiliser parce que, par exemple, il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. S'il donne à la fondation, dans l'année du décès, 100 000 euros prélevés sur la succession, c'est un don sur succession, il lui restera en net, après calcul des droits sur 900 000 euros, la somme de 405 000 euros.
Donc, si vous voulez, le net qui reste pour l'héritier et la fondation touche la même somme que celle qui était prévue par le bienfaiteur, 100 000 euros. Il faut juste noter que à partir du moment où vous faites un don sur succession, l'administration, et c'est bien légitime, considère que l'avantage fiscal, il est déjà là, il est définitif. Donc, ça ne donne pas en plus droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou à une réduction d'IFI. Voilà encore un mécanisme qu'il faut avoir en tête. Les confrères sont de plus en plus sensibilisés à ce type d'opération. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en tête si vous remplissez, par définition, si vous êtes héritier et que vous avez envie en même temps d'en faire bénéficier la fondation. Voilà, ça c'était toutes les stratégies de transmission sous forme de dons. Je passe maintenant peut-être à une dernière partie sur la partie legs, donc la préparation de votre propre succession. Bon, avec votre notaire, vous pouvez bien entendu, alors que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, vous pouvez bien sûr prévoir de faire bénéficier la fondation d'un legs. Ça peut être un legs, alors je le mets sur la droite, ça peut être un legs universel, je n'ai pas d'enfant, je me dis voilà, tout mon patrimoine pour la fondation. À titre universel, ça peut être une quote-part de mon patrimoine. Je considère que je n'ai jamais fait de donation à mes enfants de mon vivant. J'ai 3 enfants, mais finalement, je veux faire 4 parts dans ma succession. Une pour chacun de mes enfants, 25%, et une pour la fondation, 25%. C'est ce qu'on appelle un legs à titre universel, c'est-à-dire une quotité de la succession. Ça peut être aussi un legs particulier, c'est-à-dire je donne tel bien, un appartement, une œuvre d'art, un portefeuille de valeurs mobilières, etc. Bien entendu, dans tout ce type dans tous ces montages, je suis bien placé pour vous dire que c'est quand même important d'aller consulter un notaire, votre notaire. Voilà, il y a différentes formes. D'abord, choisir la manière dont vous faites votre testament. Ça a un impact assez faible, mais qui existe quand même entre le testament authentique qui est reçu par 2 notaires ou alors deux témoins et un notaire, ou le testament holographe, tout simplement écrit, daté et signé de la main du testateur. L'intérêt aussi d'aller voir un notaire, c'est d'être certain que le testament que vous aurez rédigé au profit de la Fondation Centrale Supélec, par exemple, puisse être bien conservé et qu'on sache qu'il existe, puisqu'il y a un fichier central qui regroupe qui donne l'information au notaire qui sera chargé du règlement de la succession, qui a un testament déposé chez maître untel, et donc de ne pas passer à côté, d'être dans le pur respect de vos volontés. Alors bien sûr, quand vous avez des enfants, ou quand vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant, le conjoint survivant a une réserve héréditaire, un quart. Quand vous avez des enfants, il y a aussi un mécanisme de réserve héréditaire, vous savez. Un enfant, on doit lui réserver au moins la moitié de la succession. 2 enfants, chacun doit toucher au moins un tiers. 3 enfants et plus, les 3 quarts de la succession sont à répartir entre les 3 enfants ou plus. Et quand il y a un conjoint et pas d'enfant, il faut lui réserver un quart de votre patrimoine. Alors, on peut aller au-delà. C'est-à-dire que si on va au-delà, en accord avec ses enfants, il y a des mécanismes pour renoncer à exercer une action contre la Fondation Centrale Supélec, ce qu'on appelle une action en réduction, c'est-à-dire qui permet de reconstituer pour les héritiers réservataires, enfants ou conjoints, de reconstituer les quotités que je viens d'indiquer. Bon, après, c'est forcément fait dans un cadre familial, dans une réflexion avec ses enfants, avec son conjoint. Voilà, il faut que ça soit, comment dire, bien anticipé, bien préparé. Voilà pour la partie testament. Il y a un mécanisme aussi testamentaire qui est assez pertinent. Je vous l'explique avec un petit exemple chiffré. Vous avez la volonté, j'ai pris un exemple simple, donc vous voulez léguer un capital d'1 million d'euros à quelqu'un qui n'est pas parent, donc au-delà des collatéraux, il n'y a pas de lien de parenté, il sera taxé à 60%. Donc, si vous instituez légataire universel, eh bien, il va toucher 1 million d'euros, verser 60% de droits à l'État, c'est-à-dire 600 000, il lui restera 400. Bon, voilà. Mais vous pouvez aussi, par ce mécanisme du legs en duo, ce qu'on appelle du legs à charge, orienter une partie de l'impôt.
Je vous explique, vous faites ce même testament en disant, au final, j'institue la Fondation Centrale Supélec légataire universelle de ma succession, à charge pour elle de reverser à mon ami 40% de ma succession, net, ce qu'on appelle net de frais et droits. Au moment du règlement de la succession, la Fondation prend la main sur le dossier. Alors ça, il faut en avoir conscience. Bon, on peut, dans les 40%, par exemple, y inclure la valeur le mobilier, parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a des choses que vous voulez transmettre véritablement. Ou par exemple, tel bien qui représente moins de 40% doit faire partie de ce qui est attribué donc à votre légataire, personne physique. Mais en passant par ce mécanisme, eh bien, comment ça se passe? La fondation va toucher 1 million, elle va avoir la charge de reverser 400 000 € à votre ami. Et comme le legs est ce qu'on appelle comme le legs est fait de ce qu'on appelle net de frais et droits, les 60% d'impôts vont être calculés sur les 400 et non pas, comme tout à l'heure, sur le million. C'est-à-dire 400 000 € fois 60% égale 240 000 €. Ça, la Fondation Centrale Supélec aura à charge de le reverser à l'État. Votre ami aura eu 400 000 €, l'État 240 000, c'est-à-dire les droits qui sont dus sur la part transmise uniquement, et il restera pour la Fondation la différence, puisqu'elle est légataire universelle, elle a vocation à toucher le patrimoine, et donc ce qui reste, le net, 360 000 €. Voilà, ça c'est un mécanisme, encore une fois, extrêmement pertinent. Alors, il ne faudrait pas, comme tout mécanisme fiscal, hein, on est encadré par l'abus. Par définition, si vous profitez de ce mécanisme pour dire si j'institue mon ami légataire universel, il touche que 400, je vais passer par la Fondation Centrale Supélec, mais je vais lui laisser 50% de mon patrimoine, il en restera quand même un peu pour la Fondation. Non, ça c'est pas possible parce que si vous voulez, le montage est clair, il y a un but clairement d'éluder l'impôt et de permettre au légataire particulier de toucher une somme supérieure à ce qu'il aurait perçu sans ce mécanisme. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. J'ai quasiment fini. On va pouvoir passer à vos questions. Dans ces mécanismes, que ce soit d'ailleurs le legs ou la succession, il faut savoir que depuis 2007, avant, c'était ce qu'on appelait des pactes sur succession prohibés, mais des pactes sur succession future. Mais depuis 2007, on peut par avance renoncer à l'action en réduction. Donc, je vous expliquais tout à l'heure quand il y a des enfants ou un conjoint. Si vous faites une donation qui va dépasser la quotité disponible, qui va venir empiéter sur les droits des héritiers réservataires, je vous disais tout à l'heure que c'était possible. Oui, c'est possible, mais il faudrait à ce moment-là le faire en accord avec vos héritiers réservataires, enfants, petits-enfants d'ailleurs, ou conjoints. Et il est possible de signer ce qu'on appelle une renonciation anticipée à l'action en réduction, c'est-à-dire du vivant, donc du testateur, de dire voilà, j'ai conscience que, ou du donateur, j'ai conscience que le don, le legs va dépasser la quotité disponible, que je pourrais revendiquer des droits, mais j'accepte de ne pas le faire parce que c'est consenti justement à telle fondation. Il faut que c'est un acte un peu compliqué pour le notaire, mais pas pour le donateur ou le testateur. Voilà, il y a une précaution, hein, c'est devant 2 notaires, dont le deuxième est désigné par le président de la Chambre des notaires du ressort duquel on dépend. Enfin bref, voilà, c'est un acte un peu grave, mais qui peut se faire du vivant et qui permet de sécuriser la transmission. Si on n'a pas fait du vivant, clairement, l'héritier aura 2 options, soit ce qu'on appelle agir en réduction du legs, soit consentir à l'exécution du legs. Et ça, mais la décision sera prise après et on génère bien sûr un aléa dans le règlement de la succession. Dernier petit sujet qui est assez simple, mais bien entendu, un des derniers outils qui peut vous permettre de désigner donc, la Fondation Centrale Supélec légataire, enfin bénéficiaire de sommes d'argent, c'est bien sûr l'assurance vie. La Fondation est exonérée de toute taxe, de tout droit sur le bénéfice de l'assurance vie. L'intérêt, c'est que c'est assez rapide et simple dans la résolution, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre les 6 mois du règlement d'une succession, qui peuvent d'ailleurs parfois être un peu plus longs. Mais là, finalement, avec l'acte de décès, rend la compagnie d'assurance redevable de la prime, enfin du bénéfice du contrat, pardon, au profit de la fondation. C'est rapide, ça ne nécessite pas l'accord des héritiers ou du légataire. Et voilà, ça permet de
bénéficier entre-temps dans la gestion de votre propre patrimoine, bien écoutez, d'un support intéressant, l'assurance vie pour gérer vos placements. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé à ce stade. Je vous rends la parole pour des questions. Caroline ou Nathalie, je vous laisse. Merci beaucoup. Le relais. Écoutez, maintenant que la présentation est terminée, si vous avez des questions, je vous propose peut-être soit de lever la main, soit effectivement toujours les rédiger si vous préférez. Et j'ouvrirai votre micro en fonction des demandes. Donc j'ai Eric Cosanet qui a demandé la parole. Donc normalement, vous devez pouvoir activer votre micro. Bonjour Eric. Bonjour à tous. J'ai une question pratique. Qu'en est-il des biens qui sont logés dans une holding patrimoniale qui n'a pas de chiffre d'affaires, donc qui est une personne morale, par rapport aux critères du chiffre d'affaires disons, le don inférieur à 0,5% du chiffre d'affaires? S'il s'agit d'une société donc, qui détient des biens, ces biens donc, se trouvent en situation différente de celle d'une personne physique, puisqu'ils sont logés dans une personne morale. Comment peut-on résoudre cette difficulté? Alors, par définition, c'est une société donc à l'impôt sur les sociétés, pour que ça fonctionne dans votre exemple. Et effectivement, le don peut être fait. C'est la discussion qu'on a dans le chat avec, je crois, Vincent Lapra. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 20 000 euros. D'accord. Vous pouvez pas, c'est plafonné. D'accord. Ok. Très bien, merci. Et sinon, j'avais une deuxième question pour la Fondation. Est-ce que vous avez une doctrine en matière de, je dirais, liquidité des biens qui font l'objet de dons ou de legs vis-à-vis de la Fondation? Enfin, je veux dire par là, en fonction déjà de l'âge du donateur et en fonction de la nature du bien, on peut comprendre qu'effectivement, ce bien, s'il s'agit d'un don en nature, évidemment, n'est pas forcément liquide tout de suite, soit parce que le donateur va vivre longtemps, ou bien le bien lui-même ne pourra pas être rendu liquide facilement. Est-ce que vous avez une doctrine en la matière? Je veux dire, des guidelines pour effectivement éviter d'imaginer des dons ou des legs qui ne correspondraient pas à vos critères quelque part? Alors, pour l'instant, dans les situations auxquelles nous avons été confrontés, nous avons reçu des donations temporaires d'usufruit, donc là, il n'y avait pas ce sujet. Et puis, des biens immobiliers une fois que les gens étaient décédés. Donc, et là, ils sont vendus immédiatement parce que voilà, on rend les choses liquides après le décès des personnes. On n'a pas eu le cas de legs à charge pour l'instant, donc c'est une question sur laquelle nous n'avons pas complètement statué à ce stade. D'accord, très bien, merci. Je crois qu'il y a Philippe qui avait une question. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, il est 6h50 à Houston, là. Il ne fait pas encore jour. Je voulais plutôt un commentaire qu'une question. Visiblement, les successions en France sont extrêmement compliquées. Aux États-Unis, on commence à payer des impôts sur les successions à partir de 13,9 millions par personne. Alors, excusez-moi, je ne suis pas concerné. Et donc, heureusement, il y a la fondation, la fondation Centrale Supélec aux États-Unis. Donc, il est possible de faire un don aux États-Unis sans qu'il y ait de problème, que ce soit du côté donateur ou au côté receveur de la donation. Alors, je voulais quand même mentionner cette chose. Une petite, nous avons des biens immobiliers en France, donc nous sommes obligés de faire un testament en France avec toutes les complications reliées, mais nous faisons deux testaments, un testament aux États-Unis et un testament en France. Nous sommes citoyens français et citoyens américains, et donc nous avons ces possibilités. Je voulais simplement le mentionner. C'est Philippe, parce que en fait, on a plusieurs personnes qui sont dans votre cas, qui partagent leur vie entre les États-Unis et la France avec donc ce type de situation. On a été confrontés récemment avec Caroline, donc merci de le mentionner.
Voilà, et en France, on est beaucoup taxé, mais 13,9 millions de légués à la Fondation Centrale Supélec, il y aura 0 d'impôt. Hein. Oui, bon, mais on passera par Commencez à économiser, cher monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Ou est-ce qu'on a été extrêmement clair et exhaustif? Écoutez, je pense qu'on va pouvoir vous libérer peut-être avec un peu d'avance sur le timing prévu. Dans tous les cas, j'adresserai en début de semaine prochaine cette présentation ainsi que la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous la repasser pour s'il y avait des points à revoir. Et évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori. Voilà, on sera là pour y répondre. Voilà, j'ajoute aussi que si vous souhaitez poser d'autres questions sur la manière dont la Fondation fonctionne et gère les biens, le trésorier Jérôme Moitry et moi sommes à votre disposition pour... Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, le leg à charge, c'est par exemple... moi, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière en tant que fundraiser, je travaillais pour la Fondation 30 millions d'amis. Et souvent, quand les gens avaient des animaux de compagnie, ils disaient, je lègue, par exemple, mon appartement, mais il faut que la fondation s'occupe de mon animal de compagnie après mon décès. Enfin, c'est un exemple un peu classique. Voilà, donc nous, par exemple, ça, je pense qu'on ne sera pas capable de le faire, je tiens à le dire. Voilà, ça, c'est un leg à charge. Le leg universel, c'est quand vous décidez que tous vos biens vont à une entité. Par exemple, vous pouvez dire, je fais de la Fondation Centrale Supélec mon légataire universel, mais elle devra redonner de l'argent à un parent ou à une autre cause. Voilà, en fait, mais il y a une seule entité. Sinon, vous pouvez dire, je fais un leg et je choisis de la répartir parce que l'éducation est un sujet qui me tient à cœur, donc entre la Fondation Centrale Supélec et la recherche médicale, par exemple l'Institut Curie. Et donc, il n'y a pas de légataire universel, il y a différentes institutions qui vont recueillir votre legs. Enfin, pardon, Maître Bica, vous avez peut-être des choses Non, à mais c'est très bien. Ce que je voulais juste expliquer, c'est que c'est peut-être deux notions distinctes. Très simplement, dans la petite slide, il y a 3 manières, il y a 3 types de legs définis par le Code civil. Le leg universel, en fait, donne vocation pour le ou les légataires universels à appréhender l'intégralité du patrimoine. Le leg à titre universel donne vocation à appréhender une quote-part ou tel type de bien. Le leg particulier donne vocation à appréhender un ou plusieurs biens définis. Mais tous ces legs, qu'ils soient universels, à titre universel ou à titre particulier, peuvent être assortis ou non d'une charge. Alors, il y a la charge de s'occuper du petit chat, mais ça peut être la charge par exemple, de maintenir dans un logement telle ou telle personne à titre gratuit. Ça peut être la charge de reverser une partie de la somme, et c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure pour le leg en duo, le leg à charge. Voilà, j'institue la fondation légataire universelle, mais à charge pour elle de reverser, par exemple, 20 000 € à la fondation 30 millions d'amis, laquelle fondation, donc ça c'est un leg particulier pour la fondation, laquelle fondation aura à charge d'assurer les dernières années de mon animal de compagnie et il faut lui fournir suffisamment d'argent pour que ça couvre ces frais-là et que par ailleurs il y a un geste fait pour la fondation. Voilà. Mais donc, chaque grand type de leg peut ou non être assorti d'une charge. Monsieur Al ou Allé, je sais pas, excusez-moi si je me trompe de prononciation, Oui, mais vous aviez une question. oui, c'est Stéphane Allé. C'est parce que moi, j'ai pas mal d'actions de mon entreprise américaine, donc aux États-Unis, et je voulais essayer de comprendre, est-ce que ça peut être intégré, est-ce qu'on peut faire une donation avec des actions aux États-Unis? Et puis, pour revenir sur la question de Philippe, est-ce qu'il n'y a pas de risque de double taxation aussi entre France et les États-Unis tant qu'on est en dessous des 13 millions? Alors, sur les actions en provenance des États-Unis, on a reçu déjà plusieurs dons en actions en provenance des États-Unis de gens qui avaient été managers dans des entreprises américaines et qui avaient reçu une partie de leur rémunération comme ça. Donc, en fait, ça se fait par la banque dans laquelle sont détenus les titres qui transfèrent à la banque française. Là, on est en train de... Bon,
travailler avec une banque, mais on va changer pour avoir des gens qui sont plus plus efficaces dans ce truc-là, mais on va travailler avec la Banque transatlantique. Mais en gros, oui, c'est possible et ça marche pour votre imposition en France. D'accord. Et Et a après, priori, pardon. allez-y. Non, après, sur la question de l'imposition, alors c'est forcément plus complexe et technique, hein, je ne peux pas donner de réponse immédiate, mais si vous voulez, sur le principe, d'abord, il y a moins de sujets puisque la fondation est exonérée d'impôts. Mais quand vous avez des héritiers qui sont pas exonérés, par exemple en France, qui touchent des biens en provenance des États-Unis, le principe, c'est que l'administration fiscale française s'estime compétente quoi qu'il arrive. À partir du moment où le donateur est français, ou alors le donataire est français, ou alors le bien est en France, à chaque fois, c'est des critères de rattachement. C'est prévu par l'article 750 ter du Code général des impôts. Mais il y a des règles pour éviter la double imposition, ou en tout cas pour limiter les effets de la double imposition. Et puis, il y a des conventions bilatérales, et il y en a une avec les États-Unis, qui va permettre d'éviter justement, à partir du moment où la loi française s'estime compétente fiscale et la loi américaine également, de déterminer qui a priorité ou comment on calcule les droits, quels droits s'imputent sur le… Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais le principe, c'est que par définition, il faut aller voir quelqu'un en France pour bien gérer la question fiscale, un notaire ou un conseiller fiscal. Mais il va y avoir des mécanismes pour éviter une surtaxation, en tout cas une taxation dans les deux États. D'accord. Je sais que ça existe en termes d'impôt sur le revenu, mais en termes de succession, j'étais pas. C'est pareil. Elle s'applique aussi. Elle existe avec les États-Unis. Je ne sais plus combien il y en a combien il y a de conventions bilatérales, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de convention, notamment avec la Belgique, il n'y en a plus, avec la Suisse, il n'y en a pas. Oui. Et la convention espagnole n'a pas les mêmes règles, les mêmes manières de définir les termes que la convention avec les États-Unis. Ce n'est pas non plus forcément les mêmes règles d'imputation. Enfin, c'est du cas par cas. Très bien, merci. Eric, vous avez une nouvelle question? Pardon, Philippe. Oui, je m'excuse pour Philippe. À moins que Philippe veuille intervenir. Oui, j'avais une question technique concernant la valorisation dans le cas d'un legs, la valorisation de ce qui est légué au moment où est rédigé l'acte notarié par rapport à la question de l'évolution de cette valeur jusqu'au décès de la personne. Puisqu'effectivement, supposons que je lègue, par exemple, les titres d'une société non cotée, donc en plus avec la difficulté de valoriser les titres au moment du legs, jusqu'au décès, sa valeur peut évoluer évidemment très différemment des autres biens qui font l'objet de la succession. Donc, comment se prémunir pour éviter de tomber dans le piège, par exemple, de dépassement de la quotité au moment du décès? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire en la matière? Alors, bien sûr, la question de l'évaluation, elle est, à partir du moment où il y a d'autres que la fondation dans le testament, elle va se poser, cette question-là va se poser. Elle va se poser au moment de la rédaction du testament pour définir les équilibres et donc dans la rédaction du testament en tant que tel. Et puis, bien sûr, aussi de la succession, puisque comme dans toute succession, à partir du moment où il y a des intérêts opposés, les questions de valorisation, ce sont bien sûr des sujets de discussion plus ou moins fortes, mais souvent relativement fortes entre héritiers, parce qu'il y a une divergence d'intérêts. Dans l'hypothèse que vous donnez, en fait, il est sans doute possible, et même très certainement possible, de dire que, par exemple, l'avantage que vous voulez procurer à la fondation sera limité, mais elle l'est légalement, mais vous pouvez l'écrire dans le testament, qu'elle sera forcément limitée à la valorisation, enfin à la limite de la quotité disponible. Il faut trouver un mécanisme pour qu'il soit déterminable, mais il ne peut pas être déterminé puisque par définition, le calcul réel ne se fera qu'au jour où on aura l'intégralité du patrimoine existant au décès inventorié, plus la réincorporation de tout ce que vous avez fait, parce que vous savez, quand vous donnez de votre vivant à vos enfants, ça vient, quand on calcule ce quart, on le calcule sur la masse des biens qui restent au décès, plus la réévaluation des biens que vous avez donnés de votre vivant. L'idée du Code civil étant de dire, mais si aucune donation n'avait été faite, quelle est la part que l'héritier aurait touchée? Donc, ce calcul-là, il est compliqué. On peut déterminer dans la rédaction du testament, avec vos conseils, notaire, avocat et banquier, qui vous voulez, déterminer une rédaction qui fait que
il y a un mécanisme correcteur si la valeur devait augmenter. D'accord. Voilà. Et vous n'êtes pas partisan du coup d'envisager, bon c'est un peu plus lourd, mais une donation partage au moment du leg, Alors, pour éviter ce problème. alors, la donation partage, en fait, c'est au moment où vous rédigez votre testament, si vous faites une donation partage, qui est un peu compliqué, on est dans le même genre de problématique, puisque la donation partage, si elle remplit tous les critères d'une vraie donation partage, ça fiche définitivement la valeur. C'est-à-dire que c'est une règle encore un peu compliquée, 1078 du Code civil. C'est-à-dire que si vous dites, je sais pas, j'ai 2 millions que je donne à mes enfants et que vous faites une donation partage, la valeur de 2 millions, si tous les enfants ont reçu un lot, qu'il n'y a pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent, tout le monde a accepté, etc., cette valeur, elle sera figée. Donc, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, au moment du décès, on prendra vos biens existants. Sur la donation partage, il n'y aura pas de débat. C'est 2 millions. Il n'y a pas de réévaluation. Donc, si à ce moment-là, le patrimoine a énormément augmenté, ça réduit pour autant la quotité disponible qui vous reste, puisque par définition, elle sera calculée sur une valeur qui aura été figée il y a 10-15 ans. Donc, on rentre dans quelque chose… intégrer dans la rédaction un recalcul. Voilà. Alors, soit on réintègre dans la rédaction, on peut déroger à cette règle. Après, ce n'est pas forcément très satisfaisant pour les enfants. Donc, après, là, on rentre, cher monsieur, dans du conseil sur mesure, avec votre situation exposée dans le secret du bureau d'un notaire. Mais c'est vrai que ça peut être assez technique. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple d'organiser une transmission. Et la fondation, j'imagine, Caroline et Nathalie vont pouvoir le dire, c'est forcément délicat pour une fondation de se retrouver confrontée à des enfants héritiers réservataires, puisque, sauf s'il y a un consensus familial, et ça se fait de plus en plus, hein, c'est la logique de Philippe aux États-Unis, hein, de dire, moi, finalement, il n'y a pas de réserve héréditaire, donc celui qui veut donner 90% de son patrimoine à une fondation, il n'y a pas de sujet. En France, ce sujet-là, il est bien antérieur au Code civil, hein, ce n'est pas la Code civil qui crée la réserve héréditaire en France. On a été, par exemple, désigné comme légataire, mais finalement, on n'a rien reçu parce qu'il y a eu un recalcul au moment du décès de la personne de l'ensemble des donations qui avaient été faites. C'était quelqu'un qui était un mécène de plein de choses dans sa vie et c'était formidable. Et en fait, de ce fait, en intégrant toutes les donations qu'il avait faites aux différentes fondations, il n'y avait plus, tout revenait à sa fille et donc voilà, et c'était très bien. Donc on n'a pas reçu l'argent et une fois on a aussi été nommé légataire d'assurance vie, mais les enfants s'y sont opposés et de fait les écrits n'étaient pas complètement clairs, donc on a laissé aussi aux héritiers la somme. On ne s'engagera pas dans des… C'est pas du tout l'esprit de la fondation que de s'engager dans des batailles avec les héritiers. Nous, on est vraiment pour la pacification familiale, voilà. Voilà. On est pour se développer dans un contexte pacifique. Voilà. Sachant juste, je donne pour information pour tout le monde, c'est que la technique qui consisterait à dire à l'approche de sa mort, de placer tout sur un contrat d'assurance vie pour éviter justement, parce que sur le principe, on dit toujours que c'est hors succession. Oui, sur le principe, c'est hors succession, mais il y a une notion d'abus aussi dans le code des assurances, qui s'appelle les primes manifestement exagérées. Donc, si vous vendez tout votre patrimoine, que vous placez tout en assurance vie 2 ans avant de décéder, et que dans l'objectif, quelque part, de flouer vos enfants de la réserve héréditaire qui est prévue par le droit français, c'est du contentieux, de la requalification. Enfin, voilà, donc il faut… Ok, merci. On a dépassé légèrement l'horaire. Merci à tous. Voilà. Et puis, Philippe, pas une question. Philippe, oui. Donc, peut-être un commentaire supplémentaire. Pour notre succession, on a contacté 2 notaires français et 2 lawyers américains. C'est un sac de nœuds, mais il faut le faire parce que c'est assez compliqué. Et avec les donations partage, ça offre une autre dimension. Donc, je conseille pour les testaments et les successions de contacter différents experts et de faire ça le plus tôt possible. C'est tout. Sur ces tâches conseils que sans doute Maître Bilcock ne pourra qu'approuver. Merci à tous, merci à Max pour son témoignage et merci à tous de votre participation. Et Caroline et moi restons à votre disposition. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.